pas de souci. L'orateur est différent, mais le titre reste le même. Merci au comité d'organisation de m'avoir proposé de faire cette présentation. Et donc, c'est un titre qui est un petit peu provocateur vers la fin de la polygraphie. Et donc, je sais pas comment je vais répondre à la fin. Et peut-être qu'on fera un sondage à la fin pour voir un petit peu votre avis si vous pensez que la polygraphie est terminée. Alors, d'abord, je vous présente mes conflits d'intérêts qui sont beaucoup avec des prestataires et des fabricants de matériel. Au final, dans les fabricants de matériel, les seuls qui ont des matériels d'enregistrement et de diagnostic, ça va être Lowenstein et Philips, mais qui a arrêté son système. Donc, je pense que ce conflit est moins important. Et donc, voilà, ça fait partie des conflits d'intérêts éventuels. Alors, le plan que je vous propose de suivre dans cette présentation, c'est de diviser un petit peu en trois parties. La première partie, c'est on parle des nouveaux outils et donc si on veut des nouveaux outils, il faut qu'ils répondent à des problèmes qu'on a par rapport avec les outils actuels et donc des problèmes qui ne sont pas adressés et qui sont pas pour lesquels la polygraphie n'apporte pas les solutions. Et donc on va discuter un petit peu de toutes les limites justement de la polygraphie. Ensuite, on va discuter justement de ces nouveaux outils et de voir quelles sont leurs caractéristiques techniques. Alors vous verrez que j'ai fait un choix, c'est-à-dire que j'ai pas pu parler de tous les outils qui sont disponibles et j'en ai sélectionné trois pour vous dans trois catégories différentes. Et enfin, on verra comment ces outils dans le futur pourraient changer un petit peu la manière et quelles sont aussi leurs limites et qu'est-ce qu'ils ne pourront pas faire aussi dans la prise en charge. Alors, pour commencer cette présentation, c'est quelque chose que, alors j'aime assez les impressionnistes d'une manière générale, et c'est vrai que vous savez qu'il y a eu des grandes tendances où ils avaient des tableaux où ils faisaient plusieurs saisons au même endroit, et vous voyez ici ces arbres avec différentes saisons qui au final représentent le fait que chacune de nos nuits va être différente. Cette nuit, après votre soirée hier au restaurant aura probablement été différente que celle que vous auriez eue à la maison. Et dans notre vie, on a tellement d'événements qui changent la qualité de notre sommeil que se dire qu'avec un examen qu'on va faire une nuit, une polygraphie, eh bien, ça ne représente pas forcément tout ce que les patients ont. Et on sait qu'il y a des changements dans les résultats de la polygraphie au cours du temps. Et donc, dans les limites de la polygraphie, il y a le fait que, effectivement, notre sommeil, il est variable et il est variable d'une nuit à l'autre. Et donc là, pour étayer ça, plutôt que par des tableaux, je vous montre cette étude qui a été faite avec un bandeau Dream. Le bandeau Dream, alors malheureusement n'est plus la boîte a fait faillite, mais c'était un bandeau qu'on mettait juste sur la tête et qui vous donnait un EEG et qui permettait justement comme ça d'avoir une statification du sommeil, une analyse du sommeil assez précise. Et donc dans cette étude, ils ont pris plusieurs centaines de patients et ils leur ont mis le bandeau pendant plusieurs nuits pour justement voir comment changer leur sommeil et avoir des données objectives de ce qu'on sait de manière générale. Et donc vous voyez qu'il y a certains éléments qui ne changent pas trop, par exemple l'efficience du sommeil, et par contre il y en a d'autres qui vont beaucoup varier, et notamment la wake after sleep onset, le sleep onset latency, qui sont les moments où on va s'endormir, etc. Dans ce qu'on voit aussi, c'est qu'on va aussi avoir une variation dans les micro-réveils et que donc on peut avoir des variations dans la stabilité du sommeil entre différents paramètres. Et puis bah, tous les parents dans cette salle savent bien que quand les gamins sont malades, on dort un petit peu moins bien. Et donc ça va créer comme ça des perturbations du sommeil. Et donc ça alimente l'hypothèse que faire une polygraphie chez un patient, eh bien ça va être une donnée qui va être extrêmement limitée et pas forcément représentative. Et donc on peut se poser la question de est-ce que c'est un outil fiable pour justement diagnostiquer le syndrome d'apnée du sommeil. Et vous savez que toutes nos thérapeutiques, elles sont basées sur des seuils d'IAH, même si tout le travail qui est en train d'être fait actuellement, c'est de se recentrer sur les symptômes. On a quand même cette culture et on a intégré en nous le fait que quand on a un IH à 30 et qu'on dit au patient ah c'est sévère, et le patient il dit ah ouais c'est sévère. Et donc quand on parle aux gens, on leur parle quand même beaucoup, pas tellement, on recueille leurs symptômes, mais quand on leur parle de leur maladie, on leur dit vous avez un SAS sévère parce que vous faites 2 apnées par heure, voire plus. Et donc ce seuil de sévérité, eh bien on peut se poser la question, le patient qui est à 30
pendant votre nuit d'enregistrement, la nuit d'après, il est potentiellement à 28 et donc il passe d'une classe modérée à sévère. Et ça, ce travail, il a été fait par les collègues notamment de Grenoble, où ils ont pris 160 patients chez lesquels ils ont mis un dispositif de mesure de l'index d'apnée-hypopnée, qui est un des nouveaux dispositifs dont on va parler tout à l'heure. Et ils ont mesuré pendant 3 nuits. Et ils ont mesuré un petit peu la répétabilité de la classification de la maladie selon qu'on compare les différentes nuits. Alors, dans les éléments rassurants, vous voyez que dans les stades sévères, eh bien, il y a plus de la moitié des patients qui restent dans les stades sévères, et donc on se trompe pas trop. Dans les stades où il n'y a pas d'apnée, eh bien là aussi, on est à plus de 60% de bornes de reproductibilité. Et puis, bah, par contre, vous voyez que d'une nuit à l'autre, vous avez des changements d'étage de classe de sévère à modéré, voire parfois des patients qui vont passer dans une forme un peu plus légère. Et donc ça, quand on regarde un petit peu les détails de l'analyse, eh bien ça va dépendre beaucoup de la profondeur du sommeil et donc notamment de la durée de sommeil lent profond. Et on sait notamment que le sommeil lent profond est plutôt protecteur des événements obstructifs. Et ça va aussi dépendre un petit peu de la position de la tête. Et on sait bien que le SAS est positionnel et que donc même probablement avec vos oreillers, si vous avez 3 oreillers et que vous dormez le cou complètement penché, vous aurez probablement un peu plus d'obstruction. Donc ça, c'est un élément que les nouveaux dispositifs peuvent nous apporter, et donc ça, c'est intéressant. Après, un des problèmes qu'on va avoir, c'est que si on fait 4 nuits d'examen, 5 nuits d'examen, on pourrait se confronter avec la polygraphie, hein. Vous pouvez laisser un polygraphe pendant 5 jours à un patient, c'est pas un problème. Le problème, c'est que derrière, il va falloir lire ces 5 nuits. Donc ça, c'est une image générée par intelligence artificielle. Vous voyez que les courbes de polygraphie sont pas tout à fait exactes, donc on ne sera pas encore remplacé. Mais à partir du moment où on dit qu'on fait de la polygraphie, vous savez que la polygraphie doit être lue de manière manuelle et donc ça nécessite un temps de lecture du médecin avec bah, bien évidemment l'utilisation du logiciel qui peut être plus ou moins agréable et puis après le scoring de chacun des événements et donc un bon voilà, quand on est habitué entre la rédaction du rapport, etc., ça prend quand même 15 minutes de temps médical et donc ça prend du temps. Ça prend du temps dans un contexte où bah, si en plus on rajoute qu'on veut faire 5 nuits d'examen, eh ben, vous multipliez tout ce temps par 5, et puis on doit faire face à de plus en plus de patients qui ont des suspicions d'apnée du sommeil, avec l'augmentation de la prévalence de l'obésité, avec des patients qui ont maigri chez lesquels on va devoir surveiller l'évolution de l'IAH, et donc on se retrouve dans une situation où au final, grâce à la meilleure connaissance en médecine du sommeil, on a plus de travail, et on a plus de travail, alors malheureusement, dans un contexte où le nombre de médecins en activité n'a pas beaucoup augmenté. Donc si on regarde cette courbe-là, on peut se dire, waouh, il y a de plus en plus de médecins. Donc ça, c'est les données françaises. Il y a peut-être des variations un petit peu selon les pays, bien évidemment. Mais ce qu'on voit, c'est que la croissance du nombre de médecins, elle se fait quasi exclusivement sur le nombre de médecins inscrits à l'ordre des médecins, mais qui n'ont plus d'activité clinique, et donc des médecins qui sont retraités. Et vous voyez en vert tout en bas bah, des patients, des médecins pardon, retraités, mais qui gardent une activité, et ça on le voit de plus en plus. Et à l'inverse, vous voyez que les jeunes médecins, en tout cas ceux qui ne sont pas retraités, ils ont de plus en plus recours à une activité à temps partagé, et donc ils ne vont pas être à 100% en activité médicale, ils vont prendre un 80% pour des raisons familiales notamment. Et donc, vu qu'il y a de plus en plus de patients et que notre nombre, au final, reste à peu près équivalent, eh bien, on a un problème de stock de médecins pour répondre à la demande, ce qui fait que si on doit faire encore plus d'examens et qu'on passe encore plus de temps à analyser les résultats, eh bien ça va être problématique. Ensuite, il y a une question de l'accessibilité du soin et au final la polygraphie pardon, c'est un examen qui va nécessiter bah, des déplacements, qui va nécessiter des déplacements du patient si c'est lui qui vient, avec le moment où on va lui poser sa polygraphie, ça prend une dizaine de minutes. Ensuite, il va devoir retourner chez lui, donc ça lui fait 2 trajets. Et puis après, le lendemain, il va devoir vous rapporter le matériel. Alors parfois, c'est des techniciens qui vont faire ça directement à la maison, mais dans tous les cas, ça va mobiliser du temps humain, ça va mobiliser des trajets pour faire justement cet examen. Et donc, dans les rêves qu'on peut avoir sur les nouveaux outils, eh bien, un outil qui serait posé par le patient lui-même, qui pourrait être envoyé par la poste, eh bien, ça permettrait de supprimer un petit peu tous ces coûts. Dans les coûts, par contre, qu'on peut aussi avoir, ça va être le coût en termes écologiques et tous ces dispositifs de polygraphie, ils vont engendrer du transport, donc ça émet du CO2 si vous n'avez pas de voiture électrique, mais par contre tous les nouveaux dispositifs, ceux qui sont utilisables et dont on va parler tout à l'heure, il y en a beaucoup qui sont jetables
Et ça, c'est une vraie problématique puisqu'on va créer du déchet électronique, alors que dans la polygraphie, le principal déchet, ça va être les canules nasales et c'est uniquement des déchets plastiques. Donc, on a des limites avec la polygraphie et il faut bien le reconnaître. C'est imprécis. Alors, imprécis, je mets quand même ça entre guillemets parce qu'on fait de la médecine du sommeil avec ces résultats depuis des années et je pense qu'on arrive quand même à bien soigner la majorité des patients. Cet accès est quand même un peu difficile pour des raisons, et notamment dans les pays qui ont une densité urbaine qui n'est pas extrêmement importante. Eh bien, le temps de trajet pour aller faire sa polygraphie, si vous avez 2 heures de voiture, c'est pas si facile que ça pour les patients. Et donc, on peut se poser des questions sur l'accessibilité aux soins. Ça prend du temps médical. Et enfin, le dernier élément, c'est que vous savez très bien que l'IAH ne donne pas le pronostic, et donc c'est un outil qui a des limites. Et donc, on peut envisager des nouveaux outils. Et donc, dans ces nouveaux outils, je vous propose d'évaluer 3 catégories différentes. D'une part, des objets qui sont des objets connectés, donc des wearables ou des choses comme ça, c'est-à-dire des outils qui ne sont pas forcément faits et qui n'ont pas été développés pour une application médicale, mais plutôt pour une application grand public. Et on va voir un premier exemple tout à l'heure. Ensuite, on va voir une application qui a été développée sur smartphone. Et je pense que si je demande dans la salle de lever la main à la seule... Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas de smartphone dans cette pièce? Levez la main. Voilà, donc ça permet donc du coup d'avoir une accessibilité extrêmement facile aux outils diagnostiques. Et puis enfin, dans la troisième partie, on verra les dispositifs dédiés qui ont été développés, dont un qui est juste publié récemment et dont je vais vous parler. Donc le premier outil dont je veux vous parler, c'est un outil qui est extrêmement simple, mais qui est extrêmement malin quand même. C'est le dispositif Sleep Analyzer de Withings. Et donc ça, c'est tout simplement une petite poche d'air que vous allez mettre sous votre matelas, d'accord, qui va être gonflé. Et à l'intérieur, il y a un petit capteur de pression. Ce capteur de pression, il va mesurer, donc il est sous votre matelas. Et il va mesurer en temps réel les changements de pression sur le matelas. Donc ça permet de voir si vous bougez, et donc, l'algorithme à l'intérieur va dire, s'il bouge, c'est qu'il dort pas. Et donc, ça, c'est probablement pas très fiable si vous avez un syndrome des jambes sans repos. Ça fait partie des limites des dispositifs. Si vous ne bougez pas, il va pouvoir mesurer votre respiration. Il va pouvoir mesurer quand vous faites des pauses respiratoires. Et il est même assez fin pour mesurer la fréquence cardiaque. Et donc, à travers votre thorax, sur votre matelas, vous avez votre fréquence cardiaque qui est mesurée. Et donc, l'algorithme utilise ça pour déterminer si oui ou non vous faites des apnées du sommeil. Donc ça, c'est un dispositif qui a été développé par Withings il y a maintenant quelques années, qui a été validé contre polysomnographie avec des résultats qui, vous voyez, vous permettent de relativement bien classifier les patients comparativement à une polysomnographie. Et vu que c'est un dispositif qui a été développé dans le cadre de la santé connectée, et donc pas nécessairement pour un usage médical, eh bien il y a plein de gens qui l'ont acheté comme ça pour justement regarder un petit peu leur sommeil et parce qu'on leur disait qu'ils ronflaient. Et donc, grâce à ça, on a des idées un petit peu. Alors, c'est assez biaisé comme chiffre, hein, puisque les gens qui vont dépendre. Le dispositif coûte en France 115 euros. Donc, c'est quand même un petit investissement. Donc, clairement, ça ne va pas s'adresser à des populations qui sont en difficulté socio-économique, mais plutôt des gens qui sont CSP+, et intéressés par la médecine connectée, probablement des patients un petit peu plus jeunes. Mais vous voyez qu'en ayant ces dispositifs-là, et vu que ces dispositifs envoient toutes leurs données dans le cloud, eh bien, vous avez des données de prévalence de la maladie qui peuvent être intéressantes. Et donc, on peut comme ça essayer d'extrapoler combien de patients sont atteints dans chaque pays avec quelques variations qui sont bien évidemment dépendantes de l'indice de masse corporelle. Une autre chose qui est extrêmement intéressante avec ce dispositif, c'est que vous le mettez sous votre matelas. Alors, comme d'habitude, vous avez acheté un objet connecté, vous allez vous en servir pendant une semaine, vous allez regarder votre qualité du sommeil et puis après, vous allez un peu oublier. Mais le gros intérêt de ce truc-là, c'est que vous l'avez laissé brancher et que donc, toutes les nuits, il va regarder comment vous allez respirer, votre qualité de sommeil, et donc il va pouvoir envoyer dans le cloud de Withings le résultat de l'IAH. Et donc, quand on utilise ces données, eh bien, on peut regarder à des larges échelles, sur plusieurs centaines de milliers de patients, comment évolue l'IAH en fonction des jours de la semaine. Et donc ça, c'est un travail qui a été publié l'an dernier, et donc c'était le Social OSA, et en gros, bien, vous voyez que le samedi soir, il y a une augmentation du risque relatif d'avoir un IAH supérieur à 30. Pourquoi on a cette augmentation? Probablement par les comportements sociaux
et la consommation d'alcool ou d'irritants type tabac qui vont créer de l'inflammation des voies aériennes et vous faire changer de stade. Et donc, si vous faites la polygraphie le samedi, vous avez un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Si vous la faites le mardi, vous n'avez strictement rien. Et donc, c'est intéressant de voir ça. L'autre chose que ça permet de voir, c'est justement d'avoir des informations sur comment évolue alors, avec l'alcoolisation, mais aussi avec des choses qui sont un peu plus génériques et un peu plus discutées en ce moment, qui est le réchauffement climatique. Et vous voyez que quand on regarde en Europe les vagues de chaleur, eh bien, on voit que quand il y a une augmentation de plus de 2 degrés de la température par rapport à 5 jours précédemment, eh bien, la prévalence du syndrome d'apnée du sommeil augmente de 3%. C'est pas énorme, bien évidemment, mais si on se projette un petit peu dans l'évolution des températures, eh bien, effectivement, on peut se poser la question d'une moins bonne qualité du sommeil. Et vous savez que quand il fait chaud, on a aussi d'autres paramètres qui vont influer l'IAH et notamment le sommeil qui va être beaucoup plus fragmenté. Donc ça, c'est pour la partie dispositif. Ces dispositifs ne permettent pas et n'ont pas comme ambition de permettre une prescription de PPC, bien évidemment, mais ça vous donne des informations intéressantes. Et personnellement, moi, je m'en sers pour les patients qui sont, alors pareil, hein, qui ont les moyens de se payer ce dispositif, qui sont assez jeunes, assez connectés, et qui sont dans des IH qui sont en général modérés, mais qui sont avec un surpoids. Et donc, je leur demande en général d'avoir ce dispositif. Et je leur dis, bah, tant que vous êtes dans des bonnes dispositions pondérales et que vous voyez que quand vous êtes à 90 kilos, eh bien, vous avez plus d'apnée, eh bien, surveillez ça. Et quand vous voyez que votre poids échappe, eh bien, quand est-ce qu'il faudra me consulter? Eh bien, quand vous avez des symptômes, d'une part, mais si vous avez du mal à lire vos symptômes, bah, si l'appareil vous dit que vous commencez à avoir 15-30 apnées, eh bien, à ce moment-là, ça vaut le coup qu'on refasse un point médical. L'autre outil qui a été développé, et donc c'est l'application Apnéal. Donc l'application Apnéal, c'est une application sur les smartphones qui marche avec tous les smartphones. Alors sur la photo, vous voyez le petit téléphone qui est dans la poche du patient. Vos smartphones, vous savez qu'ils savent tout de votre vie, hein. Ils ont des accéléromètres, ils ont le microphone. Donc en gros, quand vous avez votre smartphone, les données de votre vie sont assez facilement enregistrées. Ça compte le nombre de pas. Et en le gardant sur votre poitrine pendant la nuit, grâce à une petite ceinture que vous allez avoir, eh bien vous allez avoir, grâce à l'accéléromètre du téléphone, les mouvements de respiration et vous allez pouvoir distinguer les apnées. Et donc ça, c'est un dispositif qui est en cours de validation. Donc il y a Justine Frija qui est la première auteure de ce travail qui a vraiment posé un petit peu les bases de la validité du dispositif, qui a fait une étude là à large échelle au sein en France et dont les résultats sont, je ne peux pas vous les présenter parce qu'elle a soumis le papier, mais en tout cas, les résultats se murmurent, sont excellents. Et donc, ça pourrait être un outil qui sera facilement accessible, puisque là, la seule chose dont vous avez besoin, c'est d'un smartphone, d'une application, et comme ça, vous pouvez vous tester. Ce dispositif-là, par contre, c'est pas comme le dispositif Wheezing, vous n'allez pas pouvoir vous en servir tous les jours, bah parce qu'il faudra garder le téléphone pendant la nuit, et que les téléphones, on aime bien les charger pendant la nuit pour pouvoir tenir la journée de travail. Autre dispositif qui a été développé ces dernières années, c'est le capteur de mouvement mandibulaire. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent le JAWAC, hein, qui est un dispositif où on mesurait un petit peu la distance. Eh bien, la technologie a un petit peu évolué. Et vous voyez ici sur le petit mannequin, la petite forme de papillon, c'est un dispositif qu'on colle sous le menton. On colle ça sous le menton et après, il va y avoir une analyse en continu pardon, sur le cloud des mouvements mandibulaires, des mouvements d'accélérométrie, de la position également, et on va également pouvoir renseigner des symptômes, et donc l'application recueille beaucoup de symptômes, et ça a été montré comme étant assez bien corrélé avec les résultats d'une polysomnographie. Donc ça, sur une étude de validation d'à peu près d'une centaine de patients en France et en Belgique, où vous voyez que les performances diagnostiques sont relativement bonne, ce d'autant que derrière vous avez les symptômes pour vous renseigner. Ce qui a conduit à la conduite d'une étude. Alors c'est une étude qui vient tout juste d'être publiée, donc je pense que vous avez la chance d'être parmi les premiers à pouvoir la voir puisqu'elle n'est pas encore référencée dans PubMed. Donc c'est Jean-Louis Pépin qui a coordonné ce travail qui a été mené en France, qui a inclus plus de 800 patients. Et donc cette étude-là, elle a été faite pour essayer de valider l'utilité de ce dispositif pour justement voir un petit peu le diagnostic, le parcours de soins des patients. Et donc c'est une étude qui a certaines limites, hein. C'est une étude où on compare le diagnostic avec un dispositif qu'on vous envoie par la poste et que vous allez coller et toute l'analyse sera faite en automatique versus une polysomnographie.
sachant que si on avait comparé avec une polygraphie, ce qui est plutôt le standard de soins, ça aurait probablement un petit peu changé les résultats. Toujours est-il que c'est le design d'études qui avait été discuté avec la DGOS, donc on suit les recommandations de ce qui a été fait, et donc ça montre que l'utilisation de ce dispositif réduit le temps au diagnostic, réduit aussi la somnolence chez les patients, et donc c'est un outil qui potentiellement va pouvoir être remboursé en France, puisque c'était dans le cadre d'un article 51, et c'est une procédure en France qui permet de valider les dispositifs et d'autoriser leur remboursement, et donc ça probablement que ça va venir rapidement. Donc ces nouveaux outils diagnostiques, ce qui nous permettent, c'est l'évaluation multinuit, très intéressant. Ce que ça nous donne aussi, c'est que ça limite notre travail, c'est-à-dire que là, dans la majorité des cas, ça va être une analyse automatique. Pour le dispositif apnéal, on peut aussi faire un scoring manuel, et donc ça, c'est intéressant. Pour le Sunrise, on ne peut pas encore le faire, et je ne sais pas s'ils ont prévu de le faire. Alors après, ces outils, ils ont quand même quelques limites. Ils ont des limites qui sont, d'abord, ben, on a perdu tout l'oxymètre de pouls, et donc l'oxymètre de pouls, vous avez vu que c'est un outil qui est extrêmement important pour mesurer l'amplitude de l'onde de pouls dont on a vu dans les cohortes qui vous ont été présentées pendant ces journées que c'était un facteur pronostic majeur. On ne peut pas calculer la charge hypoxique, et donc la charge hypoxique, vous savez, et on vous a aussi présenté ces résultats, que les patients qui ont une haute charge hypoxique, c'est probablement ceux en prévention secondaire du risque cardiovasculaire qui vont avoir le plus de bénéfices de ça. Et donc ça, on perd cette information. Et donc, on peut se poser vraiment la question de l'intérêt de ces dispositifs, puisque l'hypoxic burden, et donc la charge hypoxique, et donc l'oxymètre, bah, serait quand même un outil intéressant là-dessus. Ensuite, le dernier élément, c'est que tous ces outils de diagnostic, ça reste des outils de diagnostic, donc une plainte du patient, et je pense que les choses vont encore plus changer. Parce que le matelas Withings, eh bien, il faut l'acheter et s'intéresser à son sommeil. Par contre, les montres connectées, il y a de plus en plus de personnes qui les ont pas pour leur santé, et vous savez que ça permet de diagnostiquer le syndrome d'apnée du sommeil. Et donc, je vais vous partager une information très personnelle, qui est mon index d'événements résiduels, mon index d'événements, heureusement pas résiduel, parce que je n'ai pas de PPC pour l'instant, avec calculé par ma montre, et vous voyez que là, il y a quelques semaines, j'ai eu un gros rhume, et pendant mon gros rhume, eh bien, j'ai eu une élévation de mes perturbations respiratoires, et je peux vous dire que je dormais très mal, mais que heureusement maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais au fur et à mesure que je vais prendre de l'âge, au fur et à mesure que je vais prendre du poids, eh bien, progressivement, ça risque de monter, et à un moment, je vais recevoir une notification de ma montre qui vous dit, attention, on a remarqué que depuis 1 à 2 semaines, vous faisiez des apnées. Et donc à ce moment-là, ça va créer de la consultation, et donc à ce moment-là, j'irai voir mon collègue et lui dire, tu veux pas me faire une polygraphie? Et donc il restera de la place pour la polygraphie. Il en restera si on se dit qu'il faut rester à voir et s'il faut rester à faire des polygraphies. Parce que ça, c'est la question des symptômes dont on a beaucoup discuté avec le professeur Trépizure. C'est si vous avez ce patient-là qui vient en consultation, qui ronfle dans la salle d'attente et qui a tous les symptômes qui sont évocateurs, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une polygraphie? La réponse est oui, parce que vous voulez avoir un remboursement pour le patient, en tout cas en France, et qu'il faut cet examen. Mais en réalité, une simple oxymétrie ou rien du tout, ça vous permettrait vous pourriez avoir une bonne certitude clinique. Vous voyez ses amygdales, elles sont énormes, sa filière est petite, il ronfle comme c'est pas possible, sa femme dit qu'il fait des apnées toutes les 2 secondes, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il va bénéficier d'un traitement par PPC. Et donc, pour conclure un tout petit peu en retard, quelles sont la place de ces nouveaux outils? Eh bien, au final, je pense que pour les patients qui ont des symptômes typiques, qui ont vraiment toutes les cases qui sont cochées, peut-être qu'on ira jusqu'à un extrême qui n'est pas d'examen, mais si on a toujours besoin d'un examen pour se rassurer, je pense qu'il faudra aller vers le moins cher et le plus simple. Et donc là, il y aura peut-être une place pour ces dispositifs. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus besoin de faire des polygraphies, parce que bah, il y aura des patients qui seront dans cette catégorie de symptômes typiques avec un examen, pas d'examen ou examen pas cher, et ils vont pas supporter la PPC. Là, on va vouloir vraiment se poser la question de est-ce que j'avais vraiment un vrai syndrome d'apnée du sommeil? Ensuite, vous allez toujours faire des examens du sommeil chez des patients qui ont des symptômes atypiques ou qui sont à haut risque parce que vous voulez voir l'hypoxic burden dans votre décision thérapeutique. Et il y aura toujours de la place pareillement pour la polysomnographie, pour les comorbidités, les insomniaques, etc. Et pour les patients qui ont de la somnolence résiduelle sous PPC, dont on a vu. Donc pour conclure, les nouveaux outils sont clairement intéressants. Ils ont des limites qui ne sont pas toutes, voilà, apnéales, et le Sunrise ne permettent pas de mesurer l'hypoxic burden, et donc je pense qu'il restera toujours une place par la polygraphie. Et donc, si Delec ne va pas me capturer à la fin de ce topo, et merci de votre attention.
Merci, docteur Maxime Patou, pour cette excellente mise à jour un peu des nouvelles pistes technologiques par rapport à cela. Donc, on va se tourner à la salle pour savoir s'il y a des questions à poser. Oui, deux questions. Je suppose que je suppose que la prescription de la PPC ne peut pas être faite par l'appareillage, par ces appareils Alors, en et tout cas, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, en France, non. Alors, ça va dépendre beaucoup des pays. Il me semble que, notamment en Angleterre, je pense que le Sunrise a été, je regarde, mais le Sunrise a été validé pour le diagnostic et donc autorise la prescription. Et donc ça va beaucoup dépendre des systèmes de soins locaux. Et donc, dans certains pays, ça va être autorisé. Apnéal, ils sont encore un peu trop tôt dans leur développement pour avoir ces autorisations. Le Sunrise, comme vous disiez, ça a été fait un article 51, donc normalement, maintenant doivent commencer des discussions sur le prix et le remboursement. Et le Wheezings, par contre, c'est plutôt de la santé, donc là, il y a pas de, c'est compliqué pour moi, je pense, de prescrire avec ça. oui, donc et ça reste beaucoup plus des dispositifs pour, surveillance, si vous voulez. Alors, le Wheezings, ouais, pour moi, c'est clairement de la surveillance. Après, le Sunrise et l'apnéal, alors, le Sunrise particulièrement, ça reste un dispositif qu'il faut interfacer, coller. Et donc, pour moi, c'est un outil qui est un peu plus diagnostique parce qu'on va le faire enfin, 3 nuits d'affilée, mais dans une démarche de soin, de réflexion sur est-ce que j'ai un SAS. Le dispositif apnéal, c'est un peu pareil. Personne ne va dormir toutes les nuits avec son smartphone dans sa poche. Et donc, je pense que c'est pas tellement, ça peut être de la surveillance éventuellement, je pense l'apnéal, un peu comme le Wheezings de comment évolue mon poids et comment évoluent mes apnées avec mon poids. On peut imaginer chez des patients qui ont eu de la chirurgie bariatrique, bah, de dire bah voilà, par étage de 5 kilos de perte, vous faites une nuit avec apnéal pour voir comment évolue votre IAH et quand votre IAH il est inférieur à 15, vous pouvez arrêter la machine et voilà. On peut imaginer des stratégies comme ça. Oui, une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut accoupler, c'est l'enregistrement par ces dispositifs avec une oxométrie nocturne? Comme ça, on aura une meilleure idée Tout, sur ce qui se passe, au cours du sommeil. Tout à fait. Enfin, il y a pas de contre-indication. Donc, toutes les validations, elles ont été faites avec même les polysomnographies qui étaient faites en même temps. Après, revient la question de, effectivement, l'oxymétrie, elle est un peu plus facile. En France, la particularité qu'on a, c'est qu'elle n'est pas remboursée. Donc, du coup, c'est un peu compliqué et ça peut être mieux, mais il n'y a pas de raison technique qui empêcherait ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question à vous poser par rapport à actuellement la démocratisation de l'utilisation des montres connectées avec les smartphones. Moi, j'ai même utilisé certaines applications, je trouve qu'elles sont pas mal. Que pensez-vous de l'utilisation de ces objets connectés dans le diagnostic à l'échelle de la population? Parce que c'est important de pouvoir utiliser ça pour amener les gens à consulter, pour ceux qui ont des troubles de sommeil. Ah, tout à fait, c'est un excellent. Moi, je pense que c'est un des intérêts, c'est c'est de sensibiliser au fait que peut-être on a un problème. Je pense que personne n'a acheté une montre pour détection de sa fibrillation auriculaire. On utilise ces dispositifs-là pour recevoir nos messages, pour compter notre nombre de pas, plutôt dans une activité de bien, enfin dans une perspective de bien-être que plutôt dans une activité de santé. Ceci étant dit, bah, voilà, par exemple, la fibrillation auriculaire, pour l'instant, moi, je suis absolument pas dans un terrain risque. Si dans 15 ans, eh bien, ma montre me donne une notification que j'ai fait un passage en FA ou que j'ai justement bah, un IH qui est élevé, eh bien, c'est clairement pour les patients qui n'ont pas un accès facile et qui sont pas éduqués en termes de santé, des choses qui vont permettre un diagnostic plus précoce. Le seul challenge que ça va avoir, c'est si j'ai un diagnostic plus précoce de mon SAS et que donc j'ai moins de symptômes et que derrière la thérapeutique reste un traitement par PPC dont on a dit pendant ces derniers jours qu'il faut le donner que chez les patients symptomatiques, on va arriver dans une situation un petit peu conflictuelle de j'ai peu de symptômes et j'ai un risque. Et donc il faudra peut-être explorer à ce moment-là les alternatives type orthèse. Et peut-être que justement ça sera là la place des médicaments qui sont pas encore, enfin qui ont une efficacité de toute façon moindre que la PPC. Et après, l'étape d'après, ça sera de dire, bah, si on diagnostique précocement et qu'on traite précocement un SAS, est-ce que ça a un bénéfice cardiovasculaire, hein, sur un bénéfice en termes de santé publique important ou pas? Voilà, merci.